Bon, bonjour à tous. L'idée dans cette première vidéo sur Evalia, c'est de vous présenter un des aspects, une des fonctionnalités finalement de l'application, qui est de pouvoir corriger les copies de vos élèves. Donc, on va parler rapidement de l'interface qui est ici. C'est l'interface sur laquelle vous aboutissez à partir du moment où vous êtes connecté, inscrit et connecté à l'application. Vous retrouvez donc les deux modules principaux créés, on en parlera dans d'autres vidéos, et puis le deuxième module qui est évalué. Vous avez également en haut ici à gauche eh bien, un menu déroulant qui va vous permettre d'accéder à un certain nombre de raccourcis ou d'espaces sur lesquels eh bien, vos différents documents vont être stockés. Vous avez aussi une page Mon profil, paramètres, des choses sur lesquelles on reviendra également un peu plus tard, et puis une explication sur les quotas et les plans. Par ailleurs, vous retrouvez donc sur cette même interface principale, ici donc un raccourci qui vous permet d'ouvrir alors l'assistant Evalia. L'assistant Evalia, c'est pas seulement un chatbot avec lequel vous pouvez discuter, mais c'est surtout un agent qui possède des outils qui vont lui permettre bah, de faire un certain nombre de choses pour naviguer dans l'application. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je vous présenterai un petit peu plus tard. Finalement, pour utiliser cette application, vous avez trois possibilités pour naviguer. Utiliser donc les différents boutons pour passer eh bien, d'une page à l'autre. Ça, c'est la première chose. Ce qui est vrai ici, ce qui va être vrai à partir du menu. Vous avez également la possibilité d'utiliser, quand vous serez un petit peu plus à l'aise avec les différentes fonctionnalités, des raccourcis que vous pouvez afficher en appuyant sur F1. Alors ça, c'est une liste hein, qui va être abondée au fur et à mesure, forcément, des choses euh, bah, dont j'estime qu'elles sont nécessaires pour vous et qu'elles vous permettent d'aller un petit peu plus vite. Et puis, l'agent, bien sûr, lui aussi va vous permettre, encore une fois, eh bien, de faire directement des choses en dialoguant avec lui, sans avoir à naviguer dans les différents menus de l'application, mais on verra encore ça une nouvelle fois plus tard. Alors, on revient sur évaluer, puisque c'est l'objectif d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'avec Evalia, on peut corriger des copies? Alors, pour corriger des copies, ce que vous allez tous faire quand vous allez vous connecter la première fois et que bah, l'application est vide pour vous, vous allez cliquer, j'imagine, sur corriger des copies. Et vous arrivez sur cette interface. Cette interface vous montre le workflow par lequel vous allez passer pour bah, obtenir une copie corrigée. Il va falloir configurer d'abord le type d'exercice ou le type d'évaluation bah, que vous voulez évaluer. Il va falloir ensuite, on va le voir ensemble, que eh bien, vous créez votre barème à partir d'un sujet, bien évidemment. Et puis arrivera la dernière étape qui est celle de corriger les copies et puis la consultation des résultats. Alors, ici, là, je suis donc sur la configuration. La première chose à faire, ça va être de configurer l'évaluation ou l'exercice que vous voulez donc bah, corriger. Et en l'occurrence, donc vous voyez que là, par exemple, moi, si je regarde quel profil j'ai, je suis un enseignant d'SVT, et ça veut dire que tout ce qu'il y a dans l'application va être lié à ma discipline au travers hein, d'un RAG qui a été implémenté. Et donc tous les templates d'exercices, les principes d'évaluation, bah, finalement, sont ceux qu'on va retrouver dans SVT. Alors, pour évaluer donc notre première copie, eh bien, on va faire un test ensemble, hein. Je vais vous montrer les choses telles que je les fais moi de mon côté. Je suis ici, ce que je veux évaluer, c'est un travail que j'ai demandé à mes élèves 2 secondes à partir de pages du livre. Donc, je vais choisir le niveau hein, des élèves concernés par l'épreuve, en l'occurrence. Donc ici, bah, seconde, vous voyez, j'ai le choix. Donc là, je vais prendre seconde. Et puis, je suis ici sur les différents types d'exercices qui ont été implémentés directement dans l'application, avec une description qui vous explique un petit peu les choses. Alors, vous avez des détails supplémentaires, hein, je vais fermer, je vais vous montrer si vous voulez vraiment savoir à quoi correspond un exercice de type 1, un exercice de type 2 bac, les ECE, un exercice libre. En fait, ça va, à partir du moment où vous allez sélectionner un type d'exercice, ça va permettre de sélectionner le bon template de barème. C'est-à-dire que vous allez avoir la création d'un barème ad hoc lié donc
à l'exercice. En l'occurrence, pour avoir des détails justement sur ces templates de barème, c'est-à-dire une organisation finalement du travail fait par l'IA. Euh, je ferme et vous avez les détails que vous pouvez retrouver ici. J'ai ouvert le menu en haut à gauche et là je vais sur guide des exercices et je vais retrouver donc pour le collège et pour le lycée, ici en SVT puisque c'est la discipline que j'ai là ici sélectionnée. Et par exemple, si je prends tâches complexes, j'ai les détails de la manière dont ce type d'exercice va d'abord, dont le barème va être généré, comment il va être généré, quelles vont être les différentes rubriques que vous allez retrouver dans le barème, la manière dont tout ça va être ensuite évalué par l'IA avec ce système hein, de niveau d'acquisition dépassé, acquis, partiellement acquis, non acquis. Voilà. Et vous pouvez voir que vous allez avoir exactement la même chose, par exemple, sur... Alors là, je vais juste remonter, je vais niveau lycée. Niveau lycée, un exercice de type 1 pour le bac, les initiés connaîtront, vous retrouvez exactement donc la même chose, le même type de description. Ok, je ferme et je retourne sur le choix donc de mon exercice. Alors, pour ce premier exercice, je vous montre peut-être d'abord le sujet. Alors, le sujet ici que j'utilise sont 2 pages du livre, hein, d'un livre de seconde en SVT, le livre Belin en l'occurrence, des éditions Belin. Donc il s'agit pour les élèves de travailler sur l'origine de la spécialisation des cellules à partir de documents du livre. Donc voilà les différents documents auxquels les élèves ont eu accès, c'est leur sujet. Et puis donc on retrouve la tâche qu'ils doivent réaliser. Il s'agit d'un texte qui doit justifier une affirmation qui est proposée ici. Donc ça, c'est le sujet. Quand je regarde ce travail et ce qu'on leur demande, le type d'exercice ici, pour moi, le plus simple à choisir, c'est exercice libre. Et c'est donc ce que je vais faire. Donc je reviens ici au choix de mon exercice, seconde, et là, je vais aller chercher exercice libre. Quand je choisis exercice libre, on me demande quand même des informations supplémentaires. Est-ce que c'est plutôt une étude de doc, plutôt une restitution de connaissances, plutôt un mix document-connaissances de cours? Ici, l'idée c'est que les élèves exploitent les documents, donc je vais choisir étude de documents. Je continue et j'arrive, vous le voyez ici, sur la deuxième étape. Donc sur la deuxième étape, là, l'idée c'est de générer le barème à partir du sujet. Donc vous voyez, il y a un toggle en haut qui vous donne plusieurs possibilités. Soit vous demandez à l'IA de générer intégralement le barème en suivant le template présélectionné directement en cliquant ici sur générer un barème. Et il faudra venir uploader votre sujet, c'est ce qu'on va faire ensemble. Soit vous décidez d'utiliser un barème que vous avez déjà pour évaluer les copies à venir. Donc un barème que vous avez créé via l'application et que vous avez enregistré, vous pouvez le retrouver ici. Voilà, typiquement. Et donc là, ce sont les différents barèmes que moi j'ai déjà créés avec l'application. Soit vous décidez en fait bien de glisser votre propre barème, celui que vous avez déjà créé, de votre côté tout seul pour qu'il soit utilisé par l'IA pour évaluer vos copies. Vous avez une troisième possibilité qui va être pour le barème toujours. Je clique sur améliorer mon barème et là l'idée ça va être d'utiliser un barème que vous avez déjà mais que vous souhaitez améliorer avec la prise en compte des niveaux d'évaluation dépassés, acquis, partiellement acquis, non acquis. Bref, un barème qui soit finalement optimisé pour le travail de l'IA ensuite dans l'évaluation des copies de vos élèves. Et à ce moment-là, bah, il va falloir venir donc uploader votre barème ou alors il va falloir, enfin, et en plus, votre sujet, alors c'est optionnel, mais c'est plutôt recommandé pour que l'IA puisse améliorer votre barème de la meilleure des façons. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va générer un barème from scratch depuis le début. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il va falloir que j'upload le sujet. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit je clique ici et ça ouvre donc une fenêtre directement dans eh bien, mon navigateur de fichiers sur mon ordinateur et je peux aller sélectionner le fichier qui m'intéresse, ou alors je peux tout simplement venir glisser, déposer eh bien, le sujet. Voilà ce que j'ai fait ici, donc je le vois, spécialisation des cellules, c'est un PDF, j'ai la taille, tout va bien. Ensuite, euh, ça c'est hyper intéressant, vous allez pouvoir eh bien, aiguiller en fait l'IA lorsqu'elle va réaliser ce barème en lui spécifiant un certain nombre de choses que vous voulez qu'elle prenne en compte.
Par exemple, moi ici, je vais, lui dire que ce que je veux, c'est que l'évaluation soit sur 10 points et que les élèves, je lui précise, les élèves doivent utiliser et citer chaque document proposé. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Tous les documents doivent être utilisés et chaque document, doit être cité, dans la réponse de l'élève. Donc une fois que je suis prêt, que le sujet a été donc uploadé et que j'ai mis, l'intégralité des informations qui étaient essentielles pour moi, hein. OK, alors que je peux aussi tout à fait dicter, c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, hein, mais vous avez de la dictée vocale partout. C'est-à-dire que si vous préférez dire plutôt qu'écrire, ben, c'est tout à fait possible. En tout cas là, ça y est, je suis prêt pour générer le barème et c'est donc ce que je vais faire. Je clique sur générer le barème. Donc là, ici, je vois que le sujet est traité par l'IA et donc ça prend quelques secondes, quelques dizaines de secondes, tout dépend hein, de la quantité d'informations que vous lui avez transmises. Et donc là, il faut patienter. On va le faire hein, en temps réel. Puis on va venir regarder le résultat. Là, on va l'avoir dans quelques secondes. Ça y est. Donc le barème est généré. Je l'ai ici. Donc je peux le consulter. Je retrouve objectif de l'exercice. Cet exercice évalue la capacité de l'élève à comprendre et à expliquer le mécanisme de la spécialisation des cellules cellulaires en s'appuyant sur l'analyse et la mise en relation de documents scientifiques et en mobilisant un vocabulaire précis. Je retrouve, alors là, c'est là tout le template, tout ce qu'il y a derrière, c'est donc et le RAG, à savoir qu'on retrouve les compétences hein, du livret scolaire au lycée qui sont travaillées en SVT, rechercher, raisonner, communiquer, mobiliser ici, sont les compétences qui ont été repérées par l'IA comme étant des compétences travaillées dans ce sujet. Je retrouve des attendus spécifiques. Je ne vais pas vous faire le détail du barème, mais je vois bien que les documents sont cités. Je retrouve tout ce qui est important. Euh, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur la qualité des barèmes en générant justement ces barèmes. Donc vous prenez le temps de le lire, vous prenez le temps de le comprendre, ça c'est fondamental évidemment, hein, et justement, si jamais dans cette partie vous repérez des choses que vous voulez modifier, vous avez deux possibilités. Soit vous modifiez ici manuellement le barème en cliquant sur modifier et là vous avez une version éditable en Markdown que vous allez pouvoir modifier. Ça c'est la première chose et donc chaque élément hein, de ce barème qui a été généré peut être modifié. Ok? Ça c'est la première façon de faire. Ou alors vous voulez vous faire aider des capacités de l'IA et là vous allez améliorer votre barème avec l'IA en venant la prompter et en lui expliquant exactement quelles sont les choses qu'elle doit modifier dans ce barème. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, et vous lui demandez d'appliquer les modifications. Donc soit vous modifiez de façon manuelle ici le barème, soit vous le modifiez une nouvelle fois avec l'IA. Vous repérez au passage quelles sources officielles ont été utilisées dans le RAG qui est dans l'application pour générer ce barème. Et puis si le barème vous plaît, vous avez la possibilité de le sauvegarder qui sera sauvegardé donc dans une page dédiée à vos barèmes que vous avez vu tout à l'heure, mais sur laquelle je reviendrai de toute façon un petit peu plus tard. Et aussi, hein, dernière chose, vous pouvez donc télécharger ce barème au format PDF. On va le faire ensemble, hein. Je télécharge au format PDF, ça y est. Donc le barème ici a été téléchargé. Je l'ouvre pour que vous ayez une petite idée. Donc voilà le barème que vous avez vu là, généré hein, par l'IA. Donc en format PDF, vous retrouvez toutes les informations qui concernent ce travail. Voilà, ici. Donc les différentes rubriques qui sont liées au template sélectionné pour l'exercice libre, les différentes informations, les attendus, tout ce qui va être utilisé par l'IA pour venir corriger ensuite votre copie. Et vous retrouvez hein, donc des conseils de correction qui sont donnés à l'IA. Là, c'est des choses que vous pouvez lire, modifier à n'importe quel moment. Et puis les références au programme officiel. Vous retrouvez les différents thèmes que l'IA a repérés comme étant les thèmes abordés dans ce devoir. Là aussi, c'est des choses que vous pouvez modifier, bien évidemment. Mais en tout cas, vous comprenez à quel point ce travail est ancré dans un référentiel officiel. Et c'est ça qui était important pour moi dans cette application. Donc, je retourne sur la partie barème et là, maintenant, bah, je suis prêt finalement à utiliser ce barème pour évaluer ma première copie. Et là, pour ça, il va falloir que je clique sur continuer. Et nous arrivons du coup sur eh bien, l'interface qui va permettre de corriger bah, nos premières copies.
Alors, on est ici à l'étape copie, correction de copie. Et au passage, hein, vous pouvez revenir sur n'importe quelle étape précédente pour faire les modifications si vous voulez faire des modifications. Maintenant qu'on est là, je vous décris cette interface. Donc, l'idée, ça va être de venir cette fois uploader les copies des élèves. Alors, euh, je vais vous montrer la première façon et puis je discuterai de la deuxième façon de faire. La première façon, c'est simplement, eh ben, ici, d'ajouter sa première copie. Alors, quand on va venir cliquer sur le bouton Ajouter sa première copie, ça va ouvrir le navigateur de fichiers de votre ordinateur et vous allez pouvoir aller chercher soit les copies en PDF parce que ce sont des PDF que les élèves vous ont rendus, soit des photos que vous avez vous-même réalisées des copies. Je vais vous montrer cette façon de faire, même si pour moi, c'est pas la meilleure façon de faire, puisque pour le coup, si on doit le faire pour chaque copie d'élève, ça devient très vite fastidieux. Le but ici, c'est pas nécessairement de gagner du temps sur la correction des copies, j'y reviendrai. Je sais pas la philosophie avec laquelle j'ai construit cette application. Mais quand même, l'idée, c'est de pas perdre de temps non plus. Et c'est vrai que si on doit faire des photos, si on doit ensuite les uploader, là, ça devient très long. Mais encore une fois, je vais vous montrer que j'ai implémenté une façon plus rapide de faire les choses. Néanmoins, j'ai ici une copie d'élève que je vais donc venir télécharger, qui est un élève qui répond à ce sujet. Et je vais donc ajouter ces deux photos qui correspondent eh bien, au recto et au verso de sa copie. Donc, ajouter la première copie. Je clique sur ajouter la première copie, ici. Et là, donc, je vais pouvoir soit aller chercher directement dans mon navigateur de fichiers, soit faire un glisser-déposer. C'est ce que je vais faire avec les deux photos. Donc, je glisse la première photo qui apparaît ici. Je glisse la deuxième photo. Ok, la copie est complète. Les images ont été compressées pour que voilà, ça permette de ne pas occuper trop de place en l'occurrence. Et ensuite, eh bien, il va falloir que j'attribue un nom à cet élève qui est son nom. Alors là, je vais l'appeler euh, un nom, je vais l'appeler bah, Thomas. Voilà, tiens, mon nom, Thomas. Mais évidemment, l'idée pour vous, c'est de mettre le vrai nom et le vrai prénom de vos élèves. Tout est crypté dans l'application, tout est chiffré. J'insiste, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans d'autres vidéos, mais tous les noms et tous les prénoms des élèves, jamais n'apparaissent dans nos serveurs en tel quel en fait. Ils sont décryptés par une clé, mais bon, on reviendra dessus. Donc Thomas, voilà, c'est fait. Et là, je pourrais tout à fait venir ajouter encore une autre copie, puis encore une autre. C'est pas ce que je vais faire. Là, on va se contenter de corriger notre première copie. Tout est bon. Donc, il va falloir que je choisisse, quand j'utilise cette solution-là, eh bien, un lieu de dépôt. Donc là, j'ouvre, j'ai déjà des classes de créer, vous voyez, et je pourrais venir tout à fait créer une nouvelle classe pour ce dépôt. C'est ce que je vais faire, nouvelle classe, et je vais mettre seconde 3, par exemple. Et je vais donc créer cette classe. Voilà, et je vais créer dans le dossier de cette classe seconde 3, eh ben, le dossier qui correspond au travail demandé ici. On va mettre DM spécialisation, spécialisation, li- spéciali- spécialisation cellule. Voilà, donc, OK, j'ai créé. Donc, c'est dans cet espace, on le verra un peu plus tard, que va être enregistré sur votre euh, comment dire, application, le travail de cet élève et notamment la correction de cet élève. Donc je vérifie, cycle lycée, seconde, c'est un exercice libre, un fichier, j'ai le dossier où tout va être stocké. Et puis j'ai un rappel hein, important, l'IA va effectivement m'aider à corriger, mais en aucun cas, l'IA n'est une solution parfaite, c'est quelque chose sur lequel on reviendra. Elle peut faire des erreurs, d'ailleurs comme nous, et donc il faut être vigilant, mais vous allez voir que de toute façon, vous avez la possibilité de tout vérifier systématiquement. Donc une fois que tout est bon de ce côté, eh bien, vous pouvez lancer l'analyse de la copie. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et là aussi, donc il y a un délai, forcément, il faut que la copie soit lue par l'IA. Alors il y a un traitement OCR qui est réalisé, s'il y avait des schémas, il y a un traitement en deux passes. Ce sont des détails techniques sur lesquels je reviendrai sans doute un peu plus tard, parce que je crois que pour s'approprier un outil, il faut qu'on comprenne aussi précisément comment il fonctionne.
mais ce seront des vidéos plus techniques et elles arriveront plus tard. Et là, vous le voyez, la copie vient d'être corrigée, une note a été attribuée. Alors, plusieurs choses. Bon, une note, on y reviendra. Vous avez ici donc la lisibilité de la copie qui a été évaluée par l'IA. Donc elle me dit que la copie, elle juge cette lisibilité à 85%. J'ai paramétré les choses pour que en dessous de 60%, eh bien, euh, la copie ne soit pas corrigée par l'IA parce que ça signifie qu'elle a pas suffisamment réussi à décrypter, enfin le traitement OCR n'était pas suffisamment efficace pour décrypter donc l'écriture manuscrite de l'élève. Et à ce moment-là, bah, il faut oublier d'utiliser l'IA. Mais la plupart du temps, et sincèrement, avec l'expérience, j'ai fait un paquet de copies, on n'a aucun problème de lisibilité. Vous retrouvez également donc bah, la copie de l'élève. C'était important pour moi que vous l'ayez sous les yeux, quand bien même moi je continue évidemment à chaque fois de récupérer les copies physiques de mes élèves. Néanmoins, là vous avez à la fois ce qui a été fait par l'IA qui apparaît et donc la copie de l'élève telle qu'elle a été corrigée. Voilà, ici nom et prénom masqués, ce que moi je vous conseille de faire pour être certain qu'à aucun moment des informations sur l'identité de l'élève soient transmises à l'IA. Euh, mais je viens d'implémenter là justement dans l'application quelque chose qui va, enfin, un, un Sharp qui va venir couvrir les 15% supérieurs de la copie de l'élève. De cette manière, même si l'élève ou vous avez oublié d'anonymiser les choses, eh bien, ce sera anonymisé directement par l'application. En tout cas, donc vous retrouvez la copie, vous pouvez zoomer sur cette copie, vous pouvez donc changer de page bien évidemment, et vous avez à tout moment hein, accès donc eh bien, à ce qu'a réellement produit l'élève comme travail. Vous pouvez l'afficher en plus grand, ça aussi c'est important, ça vous donne un peu plus d'aisance pour lire. Voilà. Le résultat maintenant, c'est quoi? Bah, vous retrouvez le détail de la notation et vous voyez donc les différents critères qui apparaissaient dans le barème ont été évalués par l'IA selon donc les fameux niveaux d'acquisition. Des points ont été attribués qui apparaissaient dans le barème précédent et puis un commentaire systématiquement hein, a été ajouté par l'IA pour justifier la note qu'elle met. Et là encore, hein, ce qui est hyper important, c'est que tout est modifiable. Vous pouvez modifier les commentaires, vous pouvez modifier le niveau attribué d'office par l'IA. Par exemple, considérer que finalement non, c'est pas vrai, c'est partiellement acquis. Et à ce moment-là, il faut modifier ce qui a été écrit, bien évidemment, pour justifier. Et puis, vous pouvez donc, eh bien, enfin, vous voyez que la note va s'ajuster en même temps, mais vous pouvez tout à fait aussi vous-même hein, ajuster la note plutôt que le niveau. À vous de voir. Tout est modifiable ici. Vous retrouvez, donc il faut prendre le temps de lire, évidemment, pour bien comprendre ce qui a été mis, et vous verrez à chaque fois, et ça c'était important aussi pour moi, et on le voit par exemple ici, l'IA va citer hein, des éléments de réponse de l'élève, on a bien la certitude que la copie a été lue, qu'on n'est pas sur une hallucination, et vous allez retrouver hein, des informations précises sur le travail réalisé par l'élève. Tout est modifiable, vous retrouvez donc le bilan des compétences que vous pouvez modifier à loisir, les points forts, les axes d'amélioration, et puis vous retrouvez donc un commentaire détaillé que là aussi vous pouvez venir modifier exactement comme vous le voulez. Alors, si vous pouvez modifier effectivement de façon manuelle l'intégralité, comment dire, des commentaires, des notes, bref, tout ce qui a été donné par l'IA, vous pouvez aussi vous retrouver dans un cas de figure où, eh bien, vous constatez sur une copie que l'IA, finalement, elle est trop dure ou trop permissive par rapport à ce que vous aviez imaginé de ce que pouvaient faire les élèves. Et vous aimeriez corriger cet aspect des choses, vous ne l'aviez pas vu passer dans le barème, et donc vous voulez le corriger maintenant. Alors, vous pouvez le faire. Et comment ça se passe? Eh bien, sous le commentaire détaillé, après avoir corrigé une copie, vous voyez, vous avez ici ce bouton qui vous dit que vous pouvez corriger l'IA pour les prochaines copies. Alors concrètement, quand vous cliquez sur ce bouton, l'idée c'est de venir prompter l'IA et de venir lui dire, ah non, tu te trompes, ici ce sont par exemple, vous avez un problème, elle est trop sévère, elle exige du vocabulaire qui n'est pas exigible par un élève de seconde.
Et vous constatez ça et vous pouvez dire: «Non, non, il faut que tu adaptes absolument, ta correction et que tu, comprennes que cet élève est un élève de seconde et que on n'est pas obligé d'attendre de lui, ce vocabulaire». Donc, vous réalisez votre prompt que vous pouvez dicter également, et ensuite vous pouvez donc recorriger, faire recorriger la copie par l'IA en prenant en compte ce feedback, cette tolérance que vous avez implémentée. Mais il se peut que vous constatiez ça uniquement au bout de la troisième ou de la quatrième copie, et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait demander à l'IA de corriger toutes les copies qui ont été déjà corrigées avec ce barème, pour que, eh bien, ces nouvelles corrections prennent en compte justement cette tolérance que vous avez implémentée. Par ailleurs, à chaque fois que vous allez ici ajouter des informations, ces informations vont être associées au barème de façon définitive, et toutes les copies qui seront corrigées après, avec le même barème, tiendront compte d'office de cette tolérance que vous avez rajoutée. Donc ça, c'est intéressant. On n'est pas sur du fine-tuning, au sens où je ne suis pas en train de d'éduquer le modèle, mais malgré tout, on n'est pas loin. C'est un peu la même philosophie, c'est-à-dire que vous améliorez les corrections au fur et à mesure eh bien, que vous les réalisez. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante. Alors, une fois que vous êtes satisfait de cette correction que vous venez de réaliser, alors d'abord sachez qu'elle est automatiquement enregistrée dans le dossier que vous avez créé précédemment. Ok, on ira voir ça un petit peu plus tard. Ce que vous pouvez faire immédiatement, c'est exporter en PDF cette correction, où seule la correction va être exportée. Vous pouvez donc l'exporter sous la forme d'un PDF annoté, c'est les scans de la copie plus un résumé de la correction, ou vous pouvez partager immédiatement à partir d'ici, mais on peut le faire aussi ailleurs et je vous le montrerai. Vous pouvez partager en ligne cette correction avec vos élèves. Et puis, bien sûr, évaluer d'autres copies en utilisant le même barème, celui que vous venez de créer, ou passer à une nouvelle évaluation, donc création de barème si jamais il n'y a pas de barème créé, et puis évaluer d'autres copies sur un autre sujet. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire à partir d'ici. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que je vous montre la deuxième façon de rapatrier le contenu des élèves, rapatrier les copies des élèves pour que ce soit moins fastidieux. Alors, pour ça, on va parler de ce que j'appelle les dépôts élèves. Donc, ce sont des dossiers que vous allez créer, que vous allez partager avec les élèves et sur lesquels ils vont venir pouvoir eux-mêmes uploader les photos de leur copie. Alors, comment ça se passe? Eh bien, je retourne à l'accueil. Voilà, j'y suis. Et puis, donc, je vais aller chercher donc, la rubrique dépôt élèves. Donc voilà, j'ai moi déjà ici trois dépôts qui ont été créés, dans lesquels d'ailleurs vous voyez que des copies ont déjà été uploadées par les élèves. Et donc quand des copies sont uploadées dans un dépôt, par exemple j'ouvre ici le DS mutation SP SVT2. Alors là tous les noms, hein, vous les voyez pas, c'est normal. Mais donc voilà les copies que les élèves ont uploadées eux-mêmes. Et là ce que vous constatez, c'est qu'en fait je peux tout à fait venir corriger des copies directement à partir de ce dépôt sans avoir à passer par toutes les étapes que je vous ai montrées et surtout sans avoir moi-même à uploader les fichiers. Alors je peux sélectionner une copie et décider de la corriger, mais je peux aussi sélectionner donc plusieurs copies et décider de les corriger. Voilà, une fois les copies sélectionnées, j'ai plus qu'à venir ici, cliquer sur corriger les deux copies. Je vais être envoyé à l'étape 4, la dernière étape, immédiatement. Les copies déjà sélectionnées et je n'aurai plus qu'à lancer l'analyse de ces deux copies sélectionnées. Alors maintenant, la question c'est comment on crée un dépôt et comment les élèves accèdent à ce dépôt. Donc, je vais fermer celui-ci et puis on va créer un dépôt ensemble. Pour créer un dépôt, ici, je choisis en haut à droite, créer un nouveau dépôt, je lui trouve un titre. Ben, on va mettre par exemple DM cellule. Je peux ajouter des instructions, mais c'est totalement optionnel. Je vais ensuite choisir, ça c'est important, donc la classe à laquelle je veux attribuer ce dépôt. Et si je n'ai pas encore de classe ou si je rajoute une classe, c'est la première évaluation que je fais avec eux, je peux créer une nouvelle classe. C'est ce que je vais faire moi par exemple ici. Je vais choisir un nom, je vais appeler seconde 9 cette nouvelle classe.
Ensuite, j'ai la possibilité donc d'associer ce dépôt à un barème, ce qui fera que quand je sélectionnerai des copies directement dans ce dépôt, elles seront associées au bon barème et justement corrigées immédiatement. Mais si j'ai pas de barème, je peux quand même créer ce dépôt parce que je pourrais ajouter après coup un barème à la correction des copies. Donc là, par exemple, je vais choisir DM spé cellule qui est le barème qu'on a créé ensemble. Et ensuite, il va falloir que je choisisse une durée de vie du dépôt, c'est-à-dire que les élèves pourront déposer leur copie et moi je pourrais y avoir accès pendant 24 heures, pendant 2 jours, 3 jours, 7 jours, 14 jours. Tout dépend de votre vélocité, j'ai envie de dire, et de aussi la vélocité des élèves évidemment. Mais une fois que le dépôt expire, la validité du dépôt expire, tout ce qui s'y trouve est supprimé, hein. Donc on est bien sur quelque chose de temporaire, et ça c'est important. Rien n'est conservé de ce qui est mis dans ce dépôt sur nos serveurs au-delà de la durée que vous-même avez choisi, hein, de programmer. Donc une fois que je suis satisfait avec tout ça, je vais créer le dépôt. Le dépôt se crée, le dépôt a été créé avec succès. J'ai donc une adresse qui apparaît, que je peux communiquer aux élèves, donc une adresse de dépôt, et puis un code de vérification également qui apparaît. Je peux tout à fait les utiliser à ce stade ou les utiliser plus tard. Moi là, je vais fermer. Et je vois ici que le dépôt a été créé. Alors le dépôt créé, donc je peux l'ouvrir et bien sûr, il est vide. Alors je retrouve le lien que je peux communiquer aux élèves d'une manière ou d'une autre, sur Pronote, sur Perltrees, sur ce que vous voulez, ou par email. Tout dépend de la manière dont vous communiquez avec vos élèves, mais vous pouvez aussi tout à fait générer donc un QR code comme ceci, que les élèves peuvent scanner. Il suffit que vous l'affichiez derrière vous au vidéoprojecteur. Les élèves le scannent avec leur téléphone. Et une fois qu'ils ont scanné, ils vont venir utiliser le code à 6 chiffres que vous partagez avec eux. Alors ici, moi, je sais que ce dépôt, je vais le faire disparaître hein, immédiatement. C'est pour ça que ça ne m'inquiète pas de partager toutes ces infos avec vous. Ou alors, vous pouvez tout à fait, une nouvelle fois, leur communiquer un lien sur lequel ils cliqueront. C'est aussi une façon de faire hein, pour qu'ils puissent accéder à ce fameux dépôt. Alors concrètement, comment ça se passe pour un élève? Une fois qu'il a scanné le QR code ou qu'il a le lien, par exemple, ben là, je vais copier moi le code qui est associé à ce dépôt. Ok, ce que feraient les élèves, code à 6 chiffres, et puis je vais ouvrir ici le lien directement qui renvoie vers le dépôt, que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble pour les élèves. Donc je clique, je me retrouve ici, ça c'est l'interface sur laquelle arrivera un élève après avoir scanné le QR code ou s'être connecté au lien, il a la durée de validité du dépôt, et puis donc il va coller le code à 6 chiffres. Une fois que le code à 6 chiffres est collé, on va demander à l'élève de rentrer son prénom, de rentrer son nom de famille également, obligatoire. Si c'est un travail de groupe, ils vont pouvoir le signaler et nommer tous les individus du groupe. Et ça, c'est important dans la manière dont on coefficiente les différentes compétences travaillées, puisque les travaux de groupe, on va diluer un peu les compétences. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai aussi plus tard, sur le suivi des élèves et ce qu'on fait avec tout ça, parce que le but, c'est pas que de corriger, mais c'est de pouvoir utiliser tout ça pour faire de la remédiation personnalisée. Mais ça, c'est un autre aspect de l'application qu'on développera un petit peu plus tard. Mais toujours est-il que voilà, ici, les élèves rentrent leur prénom, leur nom de famille, et puis ils vont directement prendre les photos de leur copie ou alors aller chercher des photos qu'ils auraient déjà faites sur leur téléphone. Et une fois qu'ils ont fait ce travail, eh bien, ils vont pouvoir cliquer sur envoyer. Et à ce moment-là, les copies vont être uploadées directement sur votre dépôt. Et vous aurez exactement ce que je vous ai montré, c'est-à-dire, voilà, un dépôt sur lequel vous voyez, alors encore une fois, hein, il y a le nom des élèves qui apparaît, c'est que moi je l'ai masqué ici, mais vous allez avoir le nom des élèves et les documents qu'ils ont uploadés. Voilà, donc ça c'est la deuxième façon de faire, c'est beaucoup plus rapide, forcément vous gagnez beaucoup de temps, les copies sont déjà là et vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la phase de correction effective. Alors pour conclure sur l'application, vous venez de voir comment faire avec Evalia pour corriger des copies. C'était l'objectif. Evalia fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que simplement corriger des copies. Ça, c'est important que vous le compreniez. Et il y aura forcément d'autres vidéos qui vont vous permettre eh bien, de constater l'étendue des fonctionnalités à disposition.
évidemment, et on y reviendra sur chacune d'entre elles. Si je reste sur la correction de copie, pour terminer, j'aimerais vous rassurer sur une chose, l'anonymisation complète de l'identité de vos élèves. À aucun moment, les noms et les prénoms ne sont accessibles à qui que ce soit d'autre que vous. Donc ça, c'est très important. Ils s'affichent sur l'application, mais ils sont chiffrés. Sur moi-même, sur les serveurs, je ne peux pas voir les noms et les prénoms de vos élèves. Seuls vous y avez accès. Alors, c'est la même chose pour l'IA, c'est la même chose pour nos serveurs. Une chose demeure, c'est vrai, c'est que en fait, on pourrait, dans l'absolu, heu, utiliser, l'écriture manuscrite des élèves pour les reconnaître. C'est une part de leur identité et actuellement, dans l'application, je n'ai pas, eh bien, mis en place un système qui fasse que, l'écriture manuscrite soit totalement gommée. Effectivement, les scans que vous allez réaliser, l'image que vous allez faire, oui, le nom et le prénom n'apparaîtront pas sur la copie, je vous l'ai expliqué. En revanche, si quelqu'un voulait comparer l'écriture présente eh bien, à une écriture connue pour identifier la personne, dans l'absolu, c'est possible, euh, c'est vrai. Néanmoins, là aussi, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je le dis à ce moment-là, les copies des élèves ne sont jamais stockées sur nos serveurs. Elles le sont dans le cadre des dépôts, et vous choisissez la durée pendant laquelle la copie va être stockée. Si vous considérez que vous faites un dépôt de 7 jours, elle va être stockée 7 jours au maximum. Mais à chaque fois que vous allez corriger une copie, 24 heures après la correction, la copie est supprimée du serveur. Vous-même, hein, n'y avez plus accès. Donc c'est important de l'entendre. Euh, Ce qui fait que ce sont des données temporaires et jamais des données qui s'accumulent sur nos serveurs. La seule chose qui va rester, ce sont les corrections que vous avez réalisées et ces corrections sont anonymisées, donc on ne peut jamais les associer à qui que ce soit. Donc c'était important de vous préciser tout ça. Écoutez, je vous remercie pour votre patience parce que la vidéo est longue, mais je pense que cette fonctionnalité le méritait. Et puis je vous dis à bientôt pour vous montrer donc tout le reste, voilà, sur d'autres vidéos. Merci.